Bonjour Anne Sénéquier, nous avons le plaisir de vous accueillir. Une géopolitique mondiale bouleversée, ainsi ai-je titré l'article dans la Tribune dimanche consacré aux répercussions scientifiques, médicales, sanitaires de la politique de Donald Trump. Cette Amérique inédite est-elle devenue celle de tous les dangers? En 10 minutes, vous allez nous expliquer pourquoi. Le retrait américain de l'OMS, de l'UZ et de l'accord de Paris, le gel des financements pour la recherche, la guerre culturelle et idéologique engagée contre les chercheurs et les universités et que nous avons évoqué ce matin en introduction, forment un spectre pour toute la planète. Peut-être évoquerez-vous aussi de possibles parades et contre-offensives, quelques raisons même d'espérer, on a le droit de rêver. Je vous laisse la parole. Anne, je précise que vous êtes médecin, chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, où vous co-dirigez l'Observatoire de la santé mondiale et vous avez publié notamment Géopolitique de la santé chez Erol en 2013. À vous la parole. Merci Denis. Je vais me permettre une petite digression, ce que j'avais promis de ne pas faire, mais c'est vrai que quand j'entends que les études des médecins sont payées, ça fait réagir, et je pense que ça fait aussi réagir dans la salle, et je pense que si on veut un bon débat, il va falloir arrêter de porter ce genre d'idées, parce que c'est financé comme toutes les études de tous les étudiants français, il y a un réel investissement, et autant les externes que les internes, que les chefs de clinique portent littéralement les hôpitaux publics. Donc on peut avoir le débat sur l'installation des médecins, mais pas sur ce genre d'argument. On en parlera à l'extérieur, monsieur Delfrécy, avec plaisir. Aujourd'hui, on est venu parler justement de l'impact santé, de la santé face aux défis de notre époque. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va impacter la santé au niveau international, c'est bien l'Amérique de M. Trump, et de voir un petit peu comment ça amène ceci. C'est vrai que depuis janvier, M. Trump noie littéralement le débat public sous un déluge de décrets, de prises de position, à tel point que finalement, on ne sait plus trop, on a un petit peu du mal à suivre. Et c'est clairement l'objectif, créer la confusion, saturer l'attention pour éviter justement la levée des boucliers. Et c'est vrai qu'entre un décret sur la pression des boires de douche et un décret sur les pailles, le retour des pailles de plastique, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Donc je vous propose aujourd'hui de faire une petite pause et de regarder concrètement ce que ça signifie pour la santé mondiale et les 5 piliers qui la maintiennent à flot. La première, c'est la coopération. Coopération, c'est M. Trump qui, dès qu'on arrive dans le bureau Oval, janvier 2025, va acter le retrait des États-Unis de l'OMS. C'est effectivement prévu pour janvier 2026 et on peut se dire effectivement que vu que l'OMS compte 194 États, il va bien avoir un État ou même j'ai envie de dire 193 qui vont pouvoir porter le relais. Et en fait pas du tout, comme on l'a vu précédemment, eh bien les velléités d'investissement au niveau international, au niveau institutionnel envers la santé en 2025, c'est loin d'être une priorité et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec cette perspective de retrait, mais finalement qui est déjà là, puisque l'administration Trump a décidé de ne pas combler les financements qui étaient déjà prévus pour 2024-2025, et ce qui laisse littéralement un trou de 600 millions de dollars pour l'Organisation mondiale de la santé. Donc on se retrouve avec la nécessité de réduire les équipes de direction, réduire les départements aussi au sein de l'OMS. On avait 76 départements, on va passer à 34. Alors quelles seront les coupes, quelles seront les fusions? Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Et effectivement, sur le terrain, les résultats et les conséquences sont véritablement problématiques. Lorsqu'on prend ne serait-ce que la poliomyélite, où ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'il y a une lutte acharnée pour éradiquer cette pathologie, qui, je le rappelle, génère des handicaps moteurs véritablement problématiques. Et ça a toujours, encore une fois, ça a été pensé en termes d'économie, puisque l'objectif était d'avoir justement une jeunesse qui était en capacité de travailler. Eh bien, ça fait donc 30 ans qu'on lutte là-dessus. Je dirais que c'est assez facile. On a un vaccin, Perros, pas de piqûre, et on a dispatché ça à travers le monde. Donc, avant la Covid, à la fin des années 2010, on pensait être sur le sprint final parce que nous avons 137 cas à travers le monde. Donc on s'est dit, super, on va y arriver. Évidemment, est arrivé ce que nous savons qu'est arrivé, le confinement, l'arrêt
des financements sur les programmes santé, le focus sur la Covid-19. Donc ces 4 mois de confinement qui ont arrêté justement ces campagnes de vaccination à travers le monde, ça a permis une recrudescence de la poliomyélite x8 et on se retrouve encore aujourd'hui du coup avec plus de 400 cas l'année dernière confirmés de poliomyélite et en 2025 on en a déjà 41 la semaine dernière. Donc on se pose la question finalement avec ces 600 millions de budget en moins de refléchage des budgets et d'éviter justement de relancer ces épidémies que l'on travaille à éradiquer depuis bien souvent des décennies. Le retrait américain, c'est aussi la fermeture des centres d'expertise qui sont de par le monde, mais surtout aux États-Unis, il y en a 60, donc ça veut dire moins de surveillance sur les maladies infectieuses, les MST, moins de coopération dans la prévention des pandémies. Et en ce qui concerne la prévention, justement, ces derniers temps, l'OMS et la communauté internationale a amené un draft sur l'accord international de la prévention des pandémies qui a été finalisé. Les États-Unis n'ont pas signé la fin de cet accord, mais en tous les cas, il est sur la table. Il devrait être signé à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Assemblée, en mai prochain. Il mise sur la coopération, le partage des technologies, l'équité. Alors, les États-Unis ne seront pas là pour apporter un financement. Ce qui ne sera pas là aussi, c'est le principe de réalité, puisque en sous-jacent, cet accord est soumis à la souveraineté sanitaire nationale. Ça veut dire que le jour J, il est fort probable que malgré toutes les bonnes intentions, on agite la carte de souveraineté sanitaire nationale. Je fais ce que je veux et votre coopération, je la laisse de côté. Donc on a véritablement cette problématique de coopération. Deuxième attaque sur cette santé internationale, c'est le financement. On en a parlé juste avant, c'est les coupes de l'USAID. USAID, c'est le premier bailleur mondial au niveau humanitaire et au niveau de santé. Et là, on a eu une annonce de 83% de coupe des budgets, 5200 contrats annulés et à peu près 8 milliards justement de financement sur la santé. C'est 32 milliards en général, 8 milliards ciblés sur la santé, mais finalement tout le reste c'est aussi ces déterminants de la santé. Donc l'USAID, c'est pas que des chiffres, c'est la lutte contre le VIH en Afrique, la vaccination au Nigeria, la surveillance des épidémies d'Ebola, l'aide humanitaire en Ukraine, l'accès à l'eau en Somalie, la recherche biomédicale et les réseaux mondiaux de surveillance dont on a littéralement besoin pour justement monitorer ces maladies émergentes. On n'en parle pas toujours, mais on en a déjà 5-6 qui ont été mis en évidence depuis le début de l'année. Madame Touraine en parlait tout à l'heure, les programmes sur le VIH, effectivement, ne serait-ce qu'en Afrique du Sud, les études montrent que la coupe immédiate de ce programme pourrait générer 1 demi-million de nouvelles infections dans les 10 années à venir. Je pense qu'on peut clairement oublier l'éradication du sida d'ici 2030. Troisième atteinte à la santé, c'est le droit à la santé, porté par MDM, entre autres, à travers la Global Gag Rules. La Global Gag Rules, c'est un décret mis en place en 1984 par Ronald Reagan qui interdit à toute ONG financée par les fonds fédéraux américains de proposer une information ou un accès à l'avortement, même si c'est légal, dans le pays concerné. Donc on se retrouve avec une situation où on a 22 millions d'IVG non sécurisés à travers le monde, dans lesquels résultent à peu près 40 000 décès de femmes suite à ces interventions. Probablement plus du double, avec des séquelles de fistules, d'infections, de stérilité qui vont impacter leur vie entière. Et même si cette grossesse arrive à terme, un enfant non désiré, c'est un risque augmenté de maltraitance, de négligence, de pauvreté, de problèmes de santé, de décrochage scolaire. En aucun cas, c'est une solution. Quatrième problématique, et on en a parlé tout à l'heure également, recherche et développement, la connaissance. Un gel de 2 milliards de dollars pour la recherche publique et universitaire qui ont été littéralement coupés. Le CDC, le Centre de contrôle des pathologies aux États-Unis, a licencié 1300 chercheurs. Une restriction sur la communauté scientifique avec des censures et une tentative de prise sur les universités et sur les publications pour justement générer une autre forme de santé. Et comme si ce n'était pas suffisant, on va attaquer les déterminants de santé avec
à un gouvernement clairement climato-sceptique avec la retrait de l'accord de Paris, la fermeture des agences de monitoring sur le changement climatique et la promotion d'une politique extractiviste. Alors, quand on sait que d'ici 2050, le réchauffement climatique pourra entraîner 250 000 décès supplémentaires par an, on comprend bien qu'il y a une véritable problématique. Ces décès, c'est de la dénutrition, le paludisme, puisqu'on a une migration des vecteurs de ces pathologies, des diarrhées, de stress thermique. Le désengagement américain et allemand criminel aujourd'hui. Alors, quel est le plan derrière ce chaos? Parce qu'on voit, on n'a plus rien entre les mains pour gérer les choses. Et on se pose quelle est la suite? La suite, c'est probablement une reconstruction sur une base idéologique. Et puis, finalement, c'est pratique de discréditer la science, les institutions internationales, parce que c'est se débarrasser d'un cadre de contraintes véritablement problématique au niveau national. Et ça fait le bouc émissaire parfait pour rejeter vers l'extérieur les ratés de sa politique intérieure. Et pourtant, depuis longtemps, depuis le XVIe siècle, avec la coordination autour des quarantaines, depuis le XIXe siècle, avec la première conférence de Paris, qui est à l'origine de la création de l'OMS, on a compris l'impact de la santé sur les sociétés de manière générale. Les frontières n'arrêtent pas les agents pathogènes. On tente de réguler, coopérer. C'est pas toujours simple, c'est vrai, mais le principe de réalité, c'est facilement imposé. La peste noire, le choléra, la grippe espagnole, le Covid, aujourd'hui, les maladies non transmissibles. Au milieu de tout ça, on peut effectivement être sidéré, on peut être en colère vis-à-vis de cette situation. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte de cette dépendance que l'on a intégrée comme une normalité pendant des décennies et qu'aujourd'hui, cette défection, elle doit nous montrer nos responsabilités communes et notre naïveté par rapport à ce que l'on a considéré comme un truc très confortable, mais qui est très, très vulnérable. Donc aujourd'hui, parce que dans la psyché humaine, l'effort inutile n'existe pas, on se retrouve dans cette situation où on a besoin de faire de cet effort, de reconsidérer notre rapport à la santé, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce système à la française, cette santé à la française, où on vit vieux et plutôt bien en bonne santé, même s'il faut encore ajuster certaines choses, eh bien on va vouloir le protéger. Et comme vous l'avez dit exactement aussi, ce qui se passe en dehors de nos frontières va venir nous impacter aussi. Donc tous les intérêts sont là, altruistes, humanistes, mais aussi égoïstes, pour arriver justement à considérer la santé comme un vrai investissement et arrêter de le considérer comme un coût, comme ça l'a été jusqu'à aujourd'hui. Merci.